camarades, mes chers compatriotes, vous avez entendu sonner le tocsin. Il signale que nous sommes en danger. N'attendons pas d'entendre le glas ou de savoir pour qui il sonne, car s'il sonnait, ce serait celui du peuple français. Nous n'avons pas à nous lever, nous, car il y a longtemps que nous combattons debout. Les intermittents et les interminables de la mascarade gauchiste de la place de la République affichent la nuit debout, mais les caméras nous les montrent assis. Jeanne, en tout cas, merci. Merci en ton nom à tous ceux qui ont permis ce magnifique hommage populaire en ta mémoire à la fois à la patrie et aux patriotes, au travail et aux travailleurs. Merci en particulier à tous ceux qui sont venus de loin, mais en général, à tous ceux qui ont sacrifié leur journée de repos ou de loisirs pour venir témoigner. Merci aussi à tous ceux qui ne peuvent être parmi nous, mais nous ont fait savoir qu'ils y seraient par le cœur et l'âme. Merci aussi aux organisateurs de cette journée. Merci à ceux qui ont aidé à ce rassemblement. Et merci bien sûr à nos dévoués mousquetaires. L'abandon du défilé de Jeanne d'Arc par la direction du Front National n'est pas fortuit. Il s'inscrit dans une dérive politique qui a été initiée et symbolisée par mon exclusion du Front National, que j'avais pourtant fondé en 1972, il y a 44 ans, et présidé pendant 39 ans. Mais j'en suis toujours président d'honneur, ayant gagné tous les procès ouverts sur ce sujet. Mon exclusion avait évidemment une signification emblématique, comme le fut, toutes choses égales d'ailleurs, la décapitation du roi Louis XVI par les révolutionnaires de 93. Elle était, nous dit-on, dans la logique de la dédiabolisation dont la nouvelle présidente se faisait le parangon. Or, la dédiabolisation était au mieux un leurre, au pis une sottise suicidaire. Le Front National, en effet, était diabolisé par ses adversaires politiques, au premier rang desquels il y avait bien sûr le Parti communiste et ses alliés et complices politiques et médiatiques plus ou moins avoués. Les partis de gouvernement, UMP et PS, ne voyaient pas d'inconvénient, au contraire, car cela contribuait à freiner l'influence montante de la seule force politique d'opposition à sa politique décadente. On peut donc dire que, même et surtout, si c'était injuste, la diabolisation du Front National était tout à son honneur, de ce Front National qui ne pouvait espérer arriver au pouvoir que par la conquête de l'opinion du peuple français tout entier et non de celle de ses élites corrompues et prébendières. La dédiabolisation tendait donc à diminuer l'hostilité de nos ennemis et adversaires en se rapprochant d'eux et en espérant leur bienveillance. Calcul de naïfs, de sots ou de traîtres. Le Front National, aile droite de la majorité UMP, mais c'était la fin de tout espoir de rénovation. Au reste, l'éviction du président fondateur était insuffisante. On le vit d'ailleurs aux élections régionales, où à la demande de Marine, j'avais cédé ma place de tête de liste dans le sud-est à Marion, député du Vaucluse. En effet, arrivé largement en tête au premier tour, dans le Nord, Pas-de-Calais, Picardie et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marine et Marion Maréchal Le Pen étaient battues par une manœuvre scandaleuse qui avait au moins le mérite de dénoncer l'accointance,
la complicité des tenants de l'UMPS, la gauche préférait se sacrifier et disparaître pour faire élire le candidat de droite. La dédiabolisation n'avait donc pas marché. Le même scénario se reproduira dans l'avenir. Il n'y a pour le Front National qu'une seule voie, celle de l'opposition au système, s'appuyant sur une mobilisation massive du peuple rejetant le système. La condition sine qua non du succès, c'est l'unité. Et d'abord, l'unité du Front National, fer de lance de l'opposition nationale, entraînant l'unité de sentiment et d'action de la nébuleuse nationale majoritaire dans le peuple. Je le dis aujourd'hui avec gravité et tristesse, puisqu'aucun signe n'a été émis dans le sens de la conciliation. La présidente du Front National sera battue au deuxième tour et peut-être même au premier. Errare humanum est, sed perseverare diabolicum. L'erreur est humaine et peut être corrigée. Il est encore temps, avec l'aide des comités Jeanne au secours. Persévérer serait diabolique, ce qui est bien pire que d'être diabolisé. Il nous apparaît clairement que notre combat ne peut se limiter à une série de compétitions électorales et qu'il n'a de chance et d'utilité à vaincre que s'il s'appuie sur les valeurs de la patrie telles qu'elles s'étaient incarnées et sublimées dans Jeanne d'Arc. Fille de paysans des marches de Lorraine, Jeanne était née en janvier 1412. Il y a de cela 604 ans. Sa destinée est exceptionnelle, extraordinaire, non seulement dans l'histoire de France et de l'Europe, mais même dans l'histoire du monde. Dans ces temps qui ont vu la place publique des femmes tendre vers une égalité qui n'est pas toujours une libération, certaines injustices demeurent, notamment la place sociale de la mère de famille, et qui ont aussi vu le déchaînement des propagandes et des législations antinatalistes avec des conséquences démographiques dramatiques. Au moment où nous devons affronter la concurrence meurtrière de l'islamisme, dont les fondements religieux établissent la soumission de la femme tenue de se voiler, Jeanne rappelle ce que sont à cet égard nos valeurs. L'histoire de France se focalise en effet sur une jeune fille à laquelle seront confiées les responsabilités les plus lourdes et qui connaîtra le destin le plus tragique. Certes, cela n'aurait pas pu être si elle n'avait reçu l'appel de ses voix dès l'âge de 13 ans. La religion chrétienne avait déjà 15 siècles auparavant exalté le rôle de Marie, mère du Christ, et notre civilisation en était imprégnée, qui donnait à la plupart de nos églises le patronage de Notre-Dame. C'est pour répondre à l'appel de ces voix, Saint-Michel, Sainte-Marguerite, Sainte-Catherine, que Jeanne va braver les disciplines et les tendresses familiales dans une démarche inimaginable, invraisemblable, auprès du sire Robert de Baudricourt, capitaine de la garnison de Vaucouleurs. Elle va oser lui demander une escorte pour aller rencontrer le dauphin à Chinon. Il la croit folle et la fait reconduire chez ses parents à Domrémy. Elle réitérera sa démarche et on a peine à le croire, finira par le convaincre. Commence alors la sublime aventure de cette jeune fille, inspirée, dont Philippe de Villiers a rendu la perception perceptible, la dimension humaine dans son beau roman de Jeanne d'Arc. Ce n'est pas par hasard, sans doute, si le même a pu cette année acquérir la seule relique de la Sainte, un anneau aujourd'hui visible au Puy du Fou. Jeanne
n'a alors que 17 ans. Il ne lui reste que 2 ans et 3 mois à vivre. Avec les jeunes chevaliers de son escorte, Jeanne traverse à tout risque le pays bourguignon. Et au bout de 660 kilomètres qui séparent Vaucouleurs de Chinon, rencontre et reconnaît le dauphin. Et malgré les intrigues hostiles de la Trémouille et de Regnault de Chartres, se fait confier une armée. Oui, oui, une armée. Elle délivre Orléans le 13 mai 1429, bat les Anglais à Jargeau le 12 juin, les écrase à Patay le 18 juin. Après maintes intrigues hostiles à travers le pays tenu par les Bourguignons alliés des Anglais, elle va conduire le dauphin à Reims pour le faire sacrer roi de France sous le nom de Charles VII, mettant ainsi en échec le funeste traité de Troyes, signé par Isabeau de Bavière et qui abandonnait le trône de France au roi d'Angleterre. Sa mission principale était accomplie. Mais Jeanne veut plus. Elle veut libérer le territoire des Anglais qui l'occupent. Blessée 2 fois au combat, une fois à Orléans, une autre fois devant Paris qui se refuse au roi de France, elle est faite prisonnière à Compiègne et vendue aux Anglais par les Bourguignons. Sachant qu'elle allait être livrée, elle se blesse en sautant pour s'évader de la tour de Beaurevoir, où elle était détenue depuis 4 mois. J'aimerais mieux rendre l'âme à Dieu que d'être dans les mains des Anglais, dit-elle. Mise au fer, elle sera détenue sous la garde de 5 soldats anglais dont elle se plaignait des brutalités et même de la tentative de viol d'un seigneur anglais. Elle aura livré 17 batailles et parcouru à cheval et en armure plus de 5000 kilomètres en 15 mois. Elle se sera révélée comme un chef militaire génial et un chef politique exceptionnel, véritable initiatrice de l'identité nationale, mais aussi une sainte que canonisera l'Église et une patriote qu'honorera la France en 1921 à l'initiative de Maurice Barrès par l'instauration de la fête nationale de Jeanne d'Arc à l'unanimité des députés et des sénateurs. Le 21 février 1431, Cauchon, l'évêque de Beauvais, ouvrit dans la chapelle royale du château de Rouen, assisté de 43 assesseurs, le procès de Jeanne. Le 9 mai, Jeanne est menacée par Cauchon d'être mise à la torture. Mais le 12, 13 juges décident de surseoir à cette condamnation. Mais le 30 mai, condamnée à mort comme relapse, hérétique, idolâtre, elle est brûlée vive sur la place du marché de Rouen. Son dernier cri d'agonie, Jésus, abandonné, trahi, vilipendé. Jeanne a connu une fin christique qui lui confère une immortalité historique que nous célébrons aujourd'hui avec ferveur. En 1453, les Anglais battus à Castillon par le connétable de Richemont, un de ses anciens compagnons, sont définitivement boutés hors de France. C'est la fin de la guerre de 100 ans. Son histoire est si pleine de merveilles qu'on pourrait la croire légendaire, mais son authenticité est prouvée par les documents de ces 2 procès, celui d'accusation de Rouen et celui de réhabilitation. Le premier, le procès de condamnation que publie en 1936 Robert Brasillac, selon lui le plus émouvant et le plus pur chef-d'œuvre de la langue française, n'a pas été écrit par un homme de lettres. Il est né, dit-il, de la collaboration abominable et douloureuse d'une jeune fille de 19 ans visitée par les anges et de quelques prêtres muets pour l'occasion en tortionnaires. Prodigieux dialogue entre la sainteté, la cruauté et la lâcheté
qui réalise et incarne enfin, la laissant loin derrière lui, tous les dialogues imaginaires qu'avait produit le génie allégorique du Moyen-Âge. Le procès dura plus de 3 mois, mettant face en face une assemblée d'évêques et d'universitaires. Et Jeanne, qui fut éblouissante d'intelligence, de finesse, d'ironie, créant ainsi un chef-d'œuvre de surnaturel et de bon sens, chef-d'œuvre de la sainteté casquée, chef-d'œuvre de la poésie de la langue, chef-d'œuvre porté au nu et aux portes du ciel par une jeune héroïne sainte et martyre. Cela dit, pourrait-on m'objecter quel est le rapport d'actualité 60 ans après Jeanne? Il est évident, du temps de Jeanne, il y a grande pitié au royaume de France, en grande partie occupé par les Anglais, en proie à la guerre civile qui oppose Armagnacs et Bourguignons. La famine et la peste ravagent le pays. Certes, tel n'est pas aujourd'hui, malgré la montée des fléaux sociaux que sont le chômage, l'insécurité, la pauvreté, la situation en France. Les apparences sont celles d'un pays en difficulté, mais dans lequel la vie n'est pas insupportable, et même, par comparaison avec beaucoup de pays, enviable. C'est vrai, et c'est là que se situe la principale difficulté de notre démarche citoyenne. C'est que le peuple, je pourrais même dire les peuples, en pensant à nos frères ou nos cousins germains du continent européen, ne perçoivent pas, encore que, la réalité des dangers inéluctables qui les guettent. Le 1er mai, c'est aussi cependant pour nous la fête du travail et des travailleurs, ouvriers, paysans, employés, artisans, commerçants, cadres, fonctionnaires des professions libérales et bien sûr retraités. En cette fête nationale du travail, moyen essentiel de la subsistance et de la dignité, c'est d'abord à ceux qui sont privés, qui en sont privés par le chômage, véritable fléau social que nous pensons aujourd'hui. Le gouvernement a poussé un cocorico parce que les statistiques du mois dernier laissent penser à une relance. On sait bien que tout sera fait pour laisser croire aux Français que Hollande tiendra ses promesses. Ils ne seront pas dupes. En réalité, il y a en France 9 millions de chômeurs réels, dont 50% ne sont pas ou ne sont plus indemnisés. Nous avons perdu 1,5 million d'emplois industriels depuis 20 ans. Et l'industrie ne représente plus que 12% de notre produit, alors qu'il en représentait 24% il y a 20 ans. Un quart des exploitations agricoles ont disparu en 10 ans. Il n'en reste que 450 000 et on compte dans ces milieux 2 suicides par jour. Nos anciens, menacés dans le niveau de leur retraite, s'angoissent et pourtant sont majoritairement encore électeurs de ceux qui ont conduit l'économie du pays à sa ruine. Beaucoup de jeunes, souvent les plus diplômés, partent à l'étranger, et parmi eux, d'aucuns sans esprit de retour. Il s'agit là, je le dis franchement, d'une désertion, dont on disait on n'emporte pas la patrie à la semelle de ses souliers. À tous nos jeunes, je dis que c'est un devoir de rester en France à son poste de travail, qui est un poste de combat pour la vie. Qu'ils pensent à ce qu'ils doivent aux générations précédentes et à celle qui aujourd'hui est à la retraite et qui compte sur leur solidarité. En fait, l'ensemble de nos structures vitales est menacé d'effondrement catastrophique. Les chiffres parlent. Le budget de l'État est en déficit constant depuis 70 ans. Les dépenses publiques absorbent 57% de la richesse produite. Le taux des prélèvements fiscaux et sociaux est de 46%. 40% en Allemagne. La production industrielle est passée en 20 ans de 24 à 12%, comme je l'ai dit.
Notre dette dépasse 2100 milliards d'euros. 3000 milliards si l'on ajoute celles liées aux retraites publiques, 5000 milliards si l'on prend en compte la dette grise. Notre système d'éducation nous vaut la 25e place dans le monde, malgré un personnel de plus d'1 million de fonctionnaires. Le chômage, je dis, touche 9 millions de travailleurs. L'insécurité croît sans cesse et réduit nos libertés. Mais le pouvoir politique est impotent. En bref, l'horizon s'obscurcit. Tout ceci, qui est inquiétant, n'est rien au regard du danger mortel que représente l'immigration massive, dont le déferlement est maintenant sensible à l'opinion, mais dont on doit savoir qu'il n'en est qu'au début du commencement. On dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il est encore temps, mais ce temps est court. On dit aussi que gouverner, c'est prévoir, hélas. Nos gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, de France ou d'Europe, n'ont rien prévu. Et parce que nous voyions et prévoyions, et parce que nous le disions, parce que nous le crions, nous avons été désignés à la vindicte publique comme extrémistes, fascistes ou voire nazis. Nous avons et continuons d'être pour les magistrats partisans condamnés pour racisme, au mépris des libertés d'opinion et d'expression affichées dans notre Constitution, au mépris surtout de la vérité. Mais, comme les faits désormais perçus par l'opinion valident nos analyses, le nombre des voix du Front National n'a cessé de progresser. Qu'il me soit quand même permis de rappeler qu'aux élections européennes de 2014, j'ai fait entrer dans le Sud-Est 5 députés et que j'ai obtenu 33% des voix en Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'ai dû, au régional, céder ma place à Marion, notre jeune députée du Vaucluse, qui a été battue, comme Marine, dans le Grand Nord, par l'ignoble alliance des complices du système, avec la disparition suicidaire de la gauche au profit des Républicains. Ce qui n'a pas été vu ni prévu par les classes dirigeantes, politiques, sociales, médiatiques, religieuses, intellectuelles, c'est l'ampleur tellurique de l'explosion démographique du XXe siècle, faisant passer le chiffre de la population mondiale de 2 à 7 ou 8 milliards, tandis que dans le même temps, la France et les nations d'Europe connaissaient, elles, un hiver démographique masqué par l'allongement de la durée de la vie et par une immigration massive, légale et clandestine. Pour nous en tenir à la France, depuis 1974 et la loi autorisant le regroupement familial des immigrés par Giscard d'Estaing et Chirac, il est entré en moyenne 200 000 immigrés légaux et plus de 100 000 clandestins par an. Ces immigrés ont fait des enfants, 2 fois plus que les Français de souche. De droite ou de gauche, les gouvernements ont naturalisé à tour de bras. À titre d'exemple, en 2014, 105 000 naturalisations. Comme de nombreux enfants ne maîtrisent pas le français, les classes des écoles ont baissé de niveau. Des quartiers, quand ce ne sont pas encore des villes, sont déjà à majorité étrangère. D'autres, pour certains, sont réputés de non-droit. Leur population se communautarise, les indigènes que nous sommes, quand ils le peuvent, s'en vont ailleurs. Quels sont en réalité les chiffres de l'immigration qui chez nous durent depuis 40 ans? L'INSEE, organe officiel et peu suspect d'abonder dans notre sens, dit 12 millions. Azouz Begag, ancien ministre socialiste, dit qu'à son avis, il y a en France entre 15 et 20 millions de musulmans si on compte leurs descendants. 7 millions de Franco-Algériens, en notant au passage que la population de l'Algérie est passée en 50 ans de 8 à 40 millions. Il y avait en 2000 1500 lieux de culte musulmans,
il y en a en 2015 2500. 60% des personnes incarcérées sont musulmanes. Jacques Lang dit même les 2/3. Et les 2/3 des immigrés sont d'origine extra-européenne. À titre d'exemple, 815 000 Algériens ont voté en France lors des élections présidentielles algériennes en 2014. Nous avons eu 70 000 demandes d'asile en 2015, 90% sont déboutés, mais seulement 5% sont expulsés. Ce qui veut dire que c'est nous qui fabriquons, le gouvernement fabrique les clandestins qui résident en France et que nous devons prendre en charge sur le plan social, évidemment. Le coût de l'immigration se situe, selon les auteurs, entre 80 et 115 milliards par an, en rappelant qu'il y a 300 000 bénéficiaires de l'AME. La poussée corrélative de l'islam et l'organisation terroriste de l'aile islamiste extrémiste mettent en péril la sécurité nationale, au point que le pouvoir est obligé de maintenir un état d'urgence exceptionnel, tandis que sur l'échiquier du monde, Daesh pousse ses pions sanglants. Je n'en dirai pas plus, mais il n'est que temps de proclamer la mobilisation générale, en tout cas des patriotes, des nationaux, qui savent que le sort de leur famille dépend de celui de la France. Les événements migratoires récents peuvent tromper les citoyens mal informés ou désinformés. Ils peuvent croire que les migrations qui se produisent actuellement de façon spectaculaire, parce que la télé en parle, sont causées exclusivement par la guerre de Syrie et l'anarchie en Libye. Ils pensent que le phénomène menaçant cessera si ces conflits connaissent une issue. Or, le phénomène migratoire est lié à la différence de pression démographique entre l'Europe sous-peuplée et le tiers-monde en voie de surpopulation. La dynamique des fluides, si elle n'est enrayée ni contrôlée par les gouvernements, conduira alors mécaniquement à la substitution, à la submersion de nos pays et au remplacement de nos populations par des populations étrangères. Ce risque est encore aggravé par l'aveuglement des dirigeants européens et du fait de la vague migratoire récente. Merkel, nouvelle Isabeau de Bavière. Merkel, nouvelle Isabeau de Bavière, par un pacte avec le Turc Erdogan, ouvre les portes de l'Europe aux 90 millions de Turcs et pousse les négociations pour que la Turquie fasse partie de l'Union européenne. Or, la Turquie, qui est un grand pays, une grande nation, n'est pas du tout européenne, ni géographiquement, on l'appelait autrefois l'Asie mineure, ni culturellement, puisque peuplée essentiellement d'ottomans altaïques, très majoritairement musulmans, historiquement parce qu'elle a toujours été pratiquement l'ennemi de l'Europe. Sur ce projet, si ce projet insensé et criminel devait aboutir, la France devrait se retirer immédiatement de l'Union européenne. N'attendons pas, agissons dès maintenant. C'est pourquoi nous vous appelons à participer et à soutenir les comités Jeanne au secours. Le but des comités Jeanne au secours, c'est de permettre les rencontres, les coordinations des militants nationaux organisés, le recrutement aussi de ceux qui, jusque-là, sont restés attentistes. 2017 sera une année charnière avec l'élection présidentielle et les élections législatives. Il faut gagner ces batailles car elles sont décisives pour l'avenir de la France. Il est un mot-clé pour l'indispensable victoire, unité. Unité du Front National, fer de lance du combat national. Unité aussi du courant national dans ses diversités, mais qui peut être faible de ses divergences, de ses différences et de ses remontrances. Chacun, où qu'il soit, doit faire effort pour ne retenir que ce qui nous unit contre la décadence et l'adversité. Nous avons appelé Jeanne au secours, elle nous répond « Aide-toi et le ciel t'aidera ». La parole n'est rien sans l'action, ni l'action sans la pensée. Personne mieux que Jeanne ne connut
cette alliance parfaite. Péguy a pu dire d'elle, à côté des mots les plus simples de Jeanne, les saintetés les plus illustres semblent bavardes. Michelet, pour une fois bien inspiré, a souligné le bon sens dans l'exaltation. Et Alain Fournier a dit qu'elle parlait un français de Christ. Jeanne est là. Jeanne est le reflet chrétien de l'invocatrice des lois éternelles qu'était Antigone. Jeanne n'est pas une statue de plâtre pour chapelle bigote, c'est un être de lumière. Elle dit d'ailleurs qu'elle n'entendait ses voix que dans une lumière de midi. Jeanne est l'une des patronnes de France, mais elle est aussi, jeune, insolente et gaie, patronne de la jeunesse. Elle est aussi la patronne des soldats, des combattants. Elle est aussi bien sûr des militants et de ceux qui sont persécutés au service de leur idéal. Car la parole est tout d'abord à ceux qui courent l'aventure et non à ceux qui, pour juger, se sont contentés d'être assis. Vous tous qui êtes ici réunis autour de la statue de Jeanne, et vous tous qui nous regardez, posez-vous la question de savoir si nos gouvernants ou même nos institutions sont capables de faire face au drame annoncé. Mais en tout cas, nous vous appelons expressément à rejoindre et à créer des comités Jeanne au secours, et à tous les niveaux, civiques, professionnels et autres. Le peuple ne doit pas s'attendre à l'apaisement, mais se tenir en état d'alerte et se préparer au pire. Certes, le pire n'est pas certain, mais sa menace ne s'éloignera que si le peuple prend conscience du danger et se prépare à se défendre. Amour sacré de la patrie, combat, soutien nos bras vengeurs, liberté, liberté chérie, combats avec tes défenseurs, sous nos drapeaux que la victoire accourt à tes mâles accents, que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire, tous avec moi, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Vive Jeanne, vive le Front National libre, vive la France. Merci Jean-Marie.